Kenshi est un idiot fort, mais vraiment pathétique, qui a été invoqué d'un autre monde lointain pour assassiner la princesse. Cependant, lorsqu'il est fait prisonnier, elle le charme habilement et le manipule pour qu'il élimine tous ses ennemis, un par un, pour sa noble cause. L'histoire débute avec la princesse Lashera qui est couronnée en tant que souveraine de son peuple. Pendant que la cérémonie de couronnement est en cours, Kenshi et son équipe d'assassins se dissimulent dans l'ombre, préparant déjà activement son assassinat. Plus tard cette nuit-là, Kenshi est chargé de diriger l'opération visant à infiltrer le palais flottant de Lashera, connu sous le nom de Cygne. Il enfile sa combinaison de combat, une armure Metra de haute technologie et s'envole directement vers le Cygne. À l'intérieur, Lashera examine une armure de combat légendaire aux côtés de ses alliés Chia et Yulite, et elle remarque qu'elle est devenue une simple pièce d'exposition car plus personne ne peut la piloter. Juste à ce moment-là, Kenshi approche de l'île et Lashera est alertée, alors Chia se précipite vers sa propre armure de combat pour l'intercepter sans tarder. Elle pense que son combat contre Kenshi sera une simple promenade de santé, mais à sa grande surprise, Kenshi se défend avec une vigueur inattendue. Environ 5 minutes après le début de leur affrontement, les yeux de l'armure de Kenshi virent au rouge et Kenshi pousse un cri, ce qui provoque une réaction de l'armure légendaire à l'intérieur du château, laissant Lashera complètement sous le choc. Pendant ce temps, Kenshi est en train de remporter le combat contre Chia, mais pour une raison inexpliquée, il semble être à bout de souffle et s'affaiblit rapidement. Immédiatement, son patron le contacte par les communications et le réprimande sévèrement pour ne pas avoir éliminé la princesse dans les délais impartis. Il dit ensuite à Kenshi de mener à bien la mission, à la condition qu'il le laisse retourner dans son monde une fois qu'il aura terminé. Après avoir entendu cela, Kenshi balaye Chia d'un coup puissant et charge droit sur Lashera sans hésitation. Malheureusement pour lui, Wahan se dresse sur son chemin, brandissant un Glock rempli de poudre et tente de lui prêcher la paix. Les Américains. Quand Kenshi réalise qu'il n'a absolument aucune issue, il libère les limiteurs de son corps et attaque Wahan avec une telle fureur qu'elle atteint son point de rupture. Chia tente également d'attaquer Kenshi, mais quand Kenshi réalise que son armure est complètement hors service, il perd le contrôle et projette Wahan violemment au sol. Après cela, il attaque Chia et inflige de nombreux dégâts à son armure de combat, la rendant ainsi totalement immobile. Kenshi fonce alors droit sur Lashera, et Chia le poursuit à pied tentant de le rattraper. Quand Kenshi atteint l'arène, il arrive à peine à marcher, et Lashera est très surprise de découvrir qu'il est un homme, car les chevaliers masculins sont extrêmement rares dans leur monde. Lashera accepte la défaite et déclare qu'elle ne s'inquiète pas d'être éliminée par un homme tel que Kenshi, mais Kenshi lui révèle qu'il souhaite seulement l'emmener avec lui, car il n'a aucune intention de la tuer. Avant qu'il ne puisse expliquer ses véritables motifs, Chia le rattrape enfin et le charge, mais il la projette au loin comme un simple manche à balai. Peu après, Kenshi s'affaiblit considérablement et manque de vomir, et Chia saisit cette opportunité pour lui sauter dessus. Elle est à quelques instants d'achever Kenshi, mais Lashera lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Chia lui rappelle alors que son image pourrait être irrémédiablement ruinée si les étrangers apprenaient qu'un homme s'est introduit clandestinement dans son palais. Alors Lashera lui intime de garder le secret absolu. Elle sait que Kenshi n'est pas le véritable cerveau derrière cet assassinat, et puisqu'il a été lâchement abandonné par son camarade, elle envisage de le prendre sous son aile protectrice. Pendant ce temps, l'église envoie un informateur nommé Masaya à Lashera, après avoir découvert que le premier ministre Babylon tente de dérober la légendaire armure de combat. Le lendemain, Kenshi se réveille dans une cage et est furieux de voir Chia de l'autre côté, alors il tente de lui faire peur en agitant ses draps. Cependant, il réalise un peu trop tard qu'il est dans son plus simple appareil, et la taille de son arme nucléaire choque profondément Chia. Toute frustrée, elle lui donne un ensemble de vêtements et lui montre également une profonde blessure à son bras, qu'elle a soigné avec attention pendant qu'il était inconscient. Après cela, elle demande à Kenshi s'il pense que son peuple viendra le secourir, et pendant que Kenshi réfléchit à quoi répondre, elle lui dit que personne ne viendra et qu'il n'est qu'un simple sacrifice. Voyant que Kenshi choisit de rester silencieux, elle décide de s'éloigner, mais non sans le menacer de le tuer s'il répand la moindre nouvelle de son entrée dans le palais de la reine. Elle appuie ensuite sur un bouton et il est exposé à l'air glacial de l'île flottante, lui montrant qu'il peut être facilement précipité vers une mort certaine s'il ne coopère pas. Par la suite, Chia dit à Lashera qu'elle devrait informer les supérieurs de l'attaque survenue la nuit dernière, mais Lashera est convaincue que son pays serait en grand danger si elle le faisait. Elle soupçonne fortement que Babylon était derrière cette attaque et a l'intention d'enquêter pour comprendre pourquoi il s'en prend à elle. Pendant ce temps, Mesia apparaît et interroge Chia et Lashera sur ce qui s'est passé. Elle lui raconte alors les événements de la nuit dernière, y compris le moment où elles ont capturé Kenshi et son mecha blanc. Plus tard, Kenshi s'endort et se réveille en sentant Masaya caresser son magnum. Elle plonge ensuite son visage dans sa fabrique de lait. Oui, oh oui, absolument. Mais Chia apparaît soudainement et vient gâcher leur bon moment. Cette même nuit, son camarade se faufile discrètement dans le palais afin de secourir Kenshi. Mais quand Kenshi atteint le vaisseau de son patron, l'homme lui demande pourquoi il n'a pas éliminé Lashera et ordonne aux gardes de le fouiller minutieusement. À sa grande surprise, il découvre que Kenshi a été équipé d'un dispositif de suivi et suppose immédiatement qu'il est passé du côté de Lashera. Alors qu'il demande à Kenshi comment la reine a bien pu lui retourner la tête, Kenshi nie avoir conclu le moindre accord avec Lashera, mais son patron décide qu'il est préférable de le tuer. Choqué, Kenshi lui rappelle leur promesse de le renvoyer dans son monde d'origine, mais son patron rit et lui dit qu'il n'est qu'un simple sacrifice pour l'assassinat de Lashera.
Alors qu'il se remémore les mots de Chia à propos de son rôle de sacrifice, il réalise enfin qu'il a été complètement manipulé. Il attaque alors son patron malgré sa faiblesse et combat les autres gardes qui se jettent sur lui. Bien qu'en infériorité numérique, il empile leur corps un par un et s'enfuit de la pièce, faible et terrifié pour sa propre vie. Dehors, le patron de Kenshi vient l'attaquer de nouveau, alors il décide de sauter du vaisseau. Heureusement pour lui, Aura, une princesse de Shirofan, le repère et le sauve. Mais l'ennemi se lance à sa poursuite dans une course acharnée. Bientôt, Chia arrive pour capturer Kenshi et le patron est contraint de battre en retraite. Quelque temps plus tard, Aura emmène Kenshi à la base de l'Ashera où ils découvrent avec inquiétude qu'il souffre d'une maladie mortelle et très grave. En raison de son état critique, Masaya et Aura partent à la recherche d'herbes médicinales capables de le guérir. Cependant, au moment de leur départ, leurs adversaires se dirigent pour attaquer le cygne. Alors Chia pilote une armure de combat et se bat aux côtés de Wahan pour défendre le palais avec courage. Pendant ce temps, Aura rencontre Dal dans la forêt, mais elle la neutralise rapidement grâce à son chant d'elfe noir. Quelques instants plus tard, elle retourne au cygne avec Masaya, et elle sauve Kenshi grâce aux herbes. Tandis qu'elles poursuivent leur voyage vers la Terre Sainte, la princesse décide que Kenshi sera emmené avec elle en tant que son attendant personnel. Alors qu'elle se dirige pour le voir, Kenshi sort en trombe de la salle de bain dans son plus simple appareil et attrape accidentellement une poignée de la poitrine de Chia, la faisant complètement paniquer. Apparemment, il s'était enfui de la salle de bain parce qu'un groupe de femmes séduisantes avait reçu l'ordre de le baigner. Ça aurait dû être moi, pas lui. Connaissant le genre de gars qu'il est, son Johnson deviendrait certainement incontrôlable. Il est finalement ramené à la salle de bain où il est rigoureusement touché par les filles et habillé avec soin juste après. Quand la chair l'interroge sur ses plans, il hésite un moment mais décide ensuite de l'accompagner car ce serait une excellente opportunité de rencontrer davantage de jolies filles. Quand ils arrivent, Kenshi est complètement étonné par la vue de la ville, mais il s'efforce de garder son calme. Le lendemain, Kenshi est emmené au château où il rencontre la princesse Maria, la cousine de l'Ashera, avec qui elle est toujours en très mauvais termes. Elle se lance dans une petite dispute, ce qui les amène à révéler chacune leur armure scénaristique à Kenshi, lui demandant de choisir laquelle est la plus belle. Kenshi finit par choisir l'armure scénaristique de Yukine, l'assistante d'Arya, afin de ne pas déclencher une guerre entre les nations. Plus tard, comme Kenshi est un gars plutôt étrange dans la capitale, il est contraint de porter un collier en guise de permis d'entrée. Pendant qu'ils avancent, il est choqué d'apprendre que les armures de combat sont des armes absolues dans leur monde. Et par conséquent, pour assurer la naissance de descendants ou d'êtres de très haut calibre, les pays gèrent les mariages entre Tsukishi. Pour cette raison, puisque la population de Tsukishi est très élevée, Kenshi pourrait être contraint de s'enfuir avec l'une d'elles au fil du temps. Il se dirige vers une arène où les gens se sont rassemblés pour assister à un duel officiel entre deux jolis Tsukishi. Les filles sont équipées d'une armure spéciale qui mesure précisément les dégâts infligés et monte sur scène. Pendant le combat, l'une des filles prend le dessus et est sur le point de remporter la victoire. Mais l'autre revoit rapidement sa stratégie et la jette hors du ring, la disqualifiant immédiatement. Après le duel, Kenshi est emmené dans un manoir et conduit à sa chambre. Bien que Chia le prévienne spécifiquement de rester absolument en place, il se faufile discrètement hors du manoir et se dirige droit dans la forêt. Là, il erre, goûtant différents fruits et ramassant des champignons variés. Finalement, il rencontre des elfes au hasard qui commencent soudainement à l'agresser. Grâce à ses compétences naturelles en arts martiaux, il est capable de tenir bon face à eux. Quand les hommes tentent de passer à l'étape supérieure, Aura, leur chef, apparaît soudainement. Elle dit à ses hommes de reculer et que Kenshi est l'attendant de l'Ashera. Mais il semble sceptique, car tous les attendants de l'Ashera devraient savoir que la forêt est formellement interdite. Quand ils passent au crible les choses qu'il a ramassées, à leur grande surprise, ils trouvent un rare champignon d'argent qui coûte une véritable fortune. Kenshi, remarquant à quel point ils sont intrigués par le champignon, décide qu'ils peuvent le garder à leur plus grand choc. Il dit à Aura que c'est un petit prix à payer, considérant qu'elle lui avait sauvé la vie. Tous deux entament alors une profonde conversation sur le système de mariage injuste de leur monde, avec lequel ils semblent tous deux être plutôt d'accord. Plus tard, quand Kenshi retourne, il rencontre Yulate, l'un des rares Sekishi masculins, allongé et blessé contre un arbre. Yulate prétend s'être simplement fatigué et avoir perdu toute son énergie. Kenshi prépare immédiatement des herbes transmises dans sa famille comme un précieux héritage et les lui donne comme remède efficace. Yulate, après avoir pris les herbes, s'évanouit immédiatement, forçant Kenshi à le précipiter d'urgence à une clinique. À la clinique, bien que Yulate essaie d'intercéder en faveur de Kenshi, Dagmir, son jeune frère, devient vraiment furieux et renvoie Kenshi sans ménagement. En quittant la clinique, Kenshi rentre chez lui mais rencontre Yukine en chemin, qui remarque sa très mauvaise humeur. Quand il explique ce qui s'est passé, Yukine compatit sincèrement avec lui et lui dit de ne pas le prendre personnellement. Kenshi lui demande son avis sur le fait d'épouser un étranger, et elle explique qu'elle ne s'en soucie pas vraiment, tant que cela contribue à réduire le besoin de guerre. Soudain, Chia apparaît, furieuse, et le ramène de force au manoir sans plus attendre. Le lendemain, Kenshi prend des nouvelles de Yulate pour voir comment il se porte, et à sa grande surprise, il s'est complètement rétabli. Les herbes avaient simplement ralenti le métabolisme de son corps, ce qui a finalement conduit à une récupération beaucoup plus rapide. Yulate l'invite à entrer pour une brève conversation afin de le remercier pour son hospitalité. Pendant qu'ils discutent, Yulate aborde au hasard des sujets concernant le Huz et remarque à quel point Kenshi se tend visiblement mal à l'aise.
Il essaie ensuite de savoir laquelle des filles il drague secrètement, mais Kenshi sort en trombe immédiatement. Plus tard cette nuit-là, dans le manoir, les sources chaudes rencontrent des problèmes. Alors Lashera est conduite à une salle de bain luxueuse pour prendre son bain. Elle refuse d'utiliser la salle de bain, alors Chia, Kenshi et Shum sont chargés de vérifier ce qui a pu mal tourner avec les sources. Pendant que Chia et Shum réparent, ils réalisent que Kenshi s'est éclipsé discrètement. Après avoir restauré les eaux de la source, Chia trouve Kenshi fixant un tas de pierres brillantes, alors elle lui donne un coup sur la tête. En conséquence, Kenshi tombe dans l'eau, ce qui le mène directement au secteur exact où la princesse est en train de prendre son bain. Glissant à travers le passage d'eau, il tombe inconscient juste sur Lashera. Réalisant que Kenshi pourrait être écorché vif si les rapports sur l'incident parvenaient aux supérieurs de la ville, ils décident tous de garder le secret absolu. Le lendemain, une cérémonie est organisée au cours de laquelle Chia et quelques autres jolies Sekishi sont sacrées guerrières officielles. Parmi la multitude, Shi est choisi comme chef, car Kenshi ne peut pas être rémunéré par le royaume. Cela nécessiterait sa véritable identité, qu'il est absolument déterminé à garder secrète. Lashera suggère alors qu'il travaille à temps partiel dans les dortoirs de l'académie. Il n'en ressent pas le besoin car il n'a pas besoin d'argent pour survivre. En fait, il va chasser tous les matins et revient toujours avec beaucoup de viande et d'ingrédients variés. Quand Lashera lui fait remarquer qu'il pourrait avoir besoin d'argent quand il sera temps de retourner dans son monde, il change d'avis et accepte l'offre d'emploi avec grand plaisir. Plus tard ce jour-là, quand il se dirige vers le dortoir, il rencontre Misaya et un groupe de ses étudiantes, qui semblent toutes assez intriguées de le voir. N'étant pas habitué à être entouré d'autant de filles, Kenshi s'éclipse immédiatement et se dirige droit vers le dortoir. Au dortoir, il rencontre la directrice qui l'informe de ses fonctions avant de le conduire à l'intérieur. Quand ils entrent, elle le confie aux autres membres du personnel, qui sous-estiment grandement ses capacités, car il est encore un jeune homme. Mais puisque la directrice s'est déjà portée garante pour lui, il décide de lui accorder le bénéfice du doute. Quand il est d'abord mis au travail dans le dortoir des filles, en nettoyant et en arrangeant les chambres, il dépasse toutes les attentes du personnel. Ensuite, il est emmené à la buanderie pour aider aux tâches de lessive. Quand il commence à travailler, tout le personnel autour interrompt ses tâches et regarde avec un étonnement non dissimulé comment il accomplit en seulement quelques minutes ce qui leur prendrait normalement des heures à terminer. De même, il est emmené sur le chantier de construction, et vous l'avez deviné, ses exploits se répètent une fois de plus. Plus tard ce soir-là, alors que Kenshi retourne au travail après une course, il rencontre Aura, qui l'informe d'un incident impliquant des intimidateurs. Certains d'entre eux avaient intimidé l'une de ses étudiantes et jeté un mouchoir précieux qui appartenait à sa famille. Le mouchoir s'était accroché au bord d'une falaise, le rendant presque impossible à atteindre. Pendant qu'Aura envisage de le signaler à l'autorité scolaire, Kenshi plonge de la falaise et utilise des runes pour se soutenir pendant qu'il récupère le mouchoir. Quand il remonte, Aura le réprimande pour son imprudence, mais il lui assure que même un Jinwit comme lui n'aurait pas fait ce geste s'il n'était pas absolument sûr de sa survie. Apparemment, les rumeurs sur les talents de Kenshi se sont répandues dans toute l'académie, et il est maintenant devenu assez populaire parmi les élèves. Un jour, alors que Kenshi travaille dans la cuisine, il est appelé pour faire une livraison de nourriture et se rend immédiatement à l'adresse indiquée. En arrivant, il est surpris de rencontrer Aura et Lytia, une professeure incroyablement séduisante. Il les salue poliment et retourne après avoir livré la nourriture, qu'elles finissent par apprécier bien plus qu'elles ne l'avaient prévu. Sur le chemin du retour au travail, Kenshi est arrêté par un groupe de filles qui l'entourent et commencent à le toucher rigoureusement. En conséquence, il est forcé de courir, mais les filles, ne voulant pas manquer leur chance de s'amuser, le poursuivent à travers toute l'académie. La poursuite les mène dans la forêt où la majorité des filles s'effondrent finalement d'épuisement. Aura et d'autres étudiantes sont convoquées pour aider à récupérer les filles de la forêt. Mais quand elles arrivent, elles sont choquées de voir que le même Kenshi que les filles poursuivaient était aussi celui qui les a toutes sauvées de la forêt. Après un certain temps, Lashera et Masaya activent leur relation, ce qui conduit à la promotion de Kenshi à un nouveau poste. Quand il arrive à l'adresse indiquée, il rencontre Masaya qui lui présente le concept de ce nouveau travail. Selon elle, il sera chargé de laver les cheveux et les corps de jolies filles. Kenshi rejette l'offre catégoriquement et essaie de s'éclipser, mais il est arrêté par Lashera et Chia qui lui font remarquer que cela le rapprocherait d'un pas de son retour dans son monde. Sachant qu'il n'a aucune expérience dans ce genre de travail, Masaya saisit l'occasion et l'entraîne à l'intérieur de la salle de bain pour lui démontrer ce que le travail implique. Lashera et Chia sont forcés d'écouter pendant que Masaya assouvit ses fantasmes les plus fous avec le pauvre garçon. Au moment où elle termine, Kenshi a été reprogrammé en une véritable machine à masser qui suit strictement toutes ses instructions. Masaya décide ensuite de se reposer sur son dernier projet, lui ordonnant de faire des massages complets du corps à Chia et à un groupe de filles au hasard. À la suite du massage, les filles perdent la tête de plaisir et deviennent pratiquement inutiles, comme vous les perdant juste après avoir fini de jouer. Des plaintes sont déposées contre lui, mais certaines demandes qu'il reçoit d'autres femmes annulent les plaintes. Un soir, Kenshi est emmené dans une grande salle de bain pour laver le dos de certaines filles. Il essaie de s'éclipser discrètement, mais est arrêté. Quand les filles le voient, elles se pressent autour de lui, ignorant pratiquement tous les autres membres du personnel.
Elles forment une file et le font laver leur dos une par une. Certaines des filles essaient même de lui faire laver leur poitrine, mais il refuse poliment l'offre. Pendant qu'ils lavent leur dos, il remarque un symbole d'écusson sur chacune des filles et se demande ce que cela pourrait bien être. Après, Light rencontre Kenshi qui est maintenant terriblement épuisé d'avoir dû satisfaire tant de jolies filles à la fois. Quand il évoque les symboles d'écusson qu'il a vus sur les filles, Light lui dit que c'est un signe qu'elles veulent faire des choses bizarres avec lui. Masaya, qui est poursuivie par Chia et un groupe d'autres femmes dont elle a fait s'occuper Kenshi, apparaît soudainement, surgissant sur l'une des nouvelles machines de Shun. Les filles sont venues donner une leçon à Masaya pour ses actions, mais voyant Kenshi avec elle décide de s'en prendre aux deux. Kenshi et Masaya s'éclipsent immédiatement dans la forêt, ce qui pousse les filles à leur tirer dessus avec des armes destructrices. À la suite de la destruction massive autour de l'académie, la directrice en est informée, alors elle convoque les personnes impliquées dans son bureau et leur ordonne de réparer tout ce qu'elles ont détruit. Sinon, elles ne seront pas autorisées à revenir à l'académie. Étant donné l'expérience de Shum, il est chargé des réparations et les filles sont forcées de se conformer. Puisque l'académie est actuellement en manque de personnel, de nouveaux membres du personnel ont été embauchés pour aider aux travaux scolaires. Mais quand le personnel arrive, quelque chose semble étrange chez eux. Avec Kenshi aux commandes, le reste des filles transpirent à peine tout au long du processus. La plupart d'entre elles restent assises, à bavarder entre filles, tout en regardant Kenshi s'occuper personnellement des réparations. En un rien de temps, il a terminé tout le processus. Après coup, pendant que les filles prennent leur bain dans la salle de bain luxueuse où Kenshi travaille, il est obligé de rester à proximité au cas où quelqu'un aurait besoin de son aide. Après un certain temps, les filles décident qu'elles n'ont pas besoin de son service, mais alors qu'il essaie de partir, elle change d'avis et déchire ses vêtements, le forçant à entrer dans le bain avec elle. Ayant terminé les réparations, Masaya partage qu'ils peuvent enfin reprendre leurs activités à l'académie. Et les autres s'enthousiasment, pendant que Kenshi se détend tranquillement dans le bain. Shion remarque alors quelques petites contusions sur ses mains. Quand elle l'interroge à ce sujet, il lui dit simplement qu'il les a eues en s'occupant des réparations. Mais étant donné le genre de personne qu'il est, elle sait que c'est très improbable. Plus tard ce soir-là, un rapport lui parvient concernant des trous aléatoires trouvés dans la zone, et elle suppose immédiatement que Kenshi est responsable. Quand il fait nuit, elle et Lashera le voient courir profondément dans les bois, alors elles le suivent discrètement. Elles le voient ramper dans un trou sous des buissons et lui tendent une embuscade quand il en ressort. Elles sont surprises d'apprendre que Kenshi a creusé des trous partout dans la zone à la recherche de cristaux. Quand elles l'interrogent sur son obsession pour les objets brillants, Kenshi leur raconte comment sa sœur avait un vaisseau spatial fait de cristaux chez lui. Surprise, Lashera fait remarquer que même dans un monde parallèle, les gens de leur ligne temporelle n'auraient pas accès aux cristaux, ce qui signifie qu'ils doivent venir du futur. Lorsque Kenshi leur montre un fragment du vaisseau spatial de sa sœur qu'elle lui avait offert en guise de collier, Chia le casse accidentellement. Il se met aussitôt à pleurer, alors elle lui promet de trouver un moyen de le réparer sans tarder. Alors qu'elle apporte le collier à tous les forgerons qu'elle connaît, à sa grande surprise, ils admettent que le motif de fabrication de ce bijou dépasse leur entendement et qu'ils ne pourront pas le réparer. Frustrée, elle rentre chez elle mais tombe sur Maria, Yukin et Yulit qui lui proposent leur aide. En examinant les propriétés, Light et Yukin admettent que c'est irréparable, mais Maria fait remarquer qu'il pourrait simplement remplacer la chaîne par une cordelette tressée. Chia s'y intéresse mais est un peu gênée car elle est trop maladroite pour en fabriquer une. Malgré tout, elle décide de s'y mettre pour Kenshi. Une nuit, alors que Kenshi sort pour continuer à chercher des cristaux, il tombe sur un intrus qui l'attaque soudainement. Tandis qu'il essaie de maîtriser la personne, un autre intrus apparaît et l'agresse, il les perd donc tous les deux. Grâce à ses sens aiguisés, il parvient à suivre leurs mouvements. Il rencontre Dagny en chemin qui le dirige vers la direction où l'intrus s'était enfui. Quand il arrive, il découvre que cet intrus en particulier n'est qu'un leurre. Apparemment, Dagny avait caché l'identité de la vraie, car c'est son assistante, Emera. Emera avait volé un document important de l'académie sous les ordres de Dagny, ne voulant pas que sa poursuite soit vaine. Kenshi tente d'appréhender l'intruse mais l'individu lui échappe. Masaya apparaît peu après dans les bois, ses plans bien en tête. Elle explique qu'elle avait également suivi des rapports concernant un intrus, mais Kenshi ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle le drague sans effort. Ils rentrent ensuite ensemble. Le lendemain, la nouvelle du document volé se répand, mais il s'avère que les informations qu'il contient ne sont pas importantes, ce qui en fait une tentative de vol ratée comme les nominations au Grammy de Dochi. Malgré tout, il décide que l'intrus doit être capturé. Plus tard cette semaine-là, le directeur convainc Lashera d'inscrire Kenshi à l'école, plutôt que de le laisser travailler sans but. Elle essaie d'utiliser le coût de l'inscription comme excuse, mais le directeur souligne que l'argent qu'il a gagné grâce à ses petits boulots serait plus que suffisant pour couvrir ses frais de scolarité. N'ayant pas le choix, elle accepte et Kenshi est inscrit. Le jour de sa rentrée, Kenshi rencontre Lars, la jeune fille dont il avait récupéré le mouchoir de la falaise l'autre jour, et elle accepte avec joie de lui faire visiter l'école. Pendant qu'elle lui fait visiter, Lashera et Chia deviennent paranoïaques. Alors elles les suivent discrètement. Elles deviennent encore plus amères en voyant comment Kenshi a déjà attiré sans effort toute l'attention de l'école. Alors qu'elles essaient de les suivre de plus près, elles tombent sur Masaya qui les met à la porte.
En classe, Kenshi se souvient du conseil de Chia et salue spécialement les nobles et les étudiants masculins de la classe après avoir fait la présentation générale. Après le cours, il rencontre un camarade de classe amical nommé Cheat qui lui donne des conseils pour avoir une vie scolaire facile. Pendant ce temps, Chia se dépasse toujours, essayant de fabriquer la cordelette tressée pour le collier de Kenshi. Elle est confrontée par Dagny, qui se trouve être son ancien coup de cœur. Dagny lui demande pourquoi elle se dépasse pour un serviteur, et elle ne peut trouver de réponse définitive. Plus tard ce jour-là à l'école, la classe de Kenshi a une période de combat physique et Masaya est chargée de vérifier ses capacités au maniement de l'épée en tant que nouvel élève. Connaissant ses capacités, la plupart du personnel de l'école s'arrête pour assister à l'issue du duel. À leur grande surprise, Kenshi semble manquer des compétences élémentaires en escrime malgré sa force inhumaine. Il est ensuite contraint de s'entraîner aux côtés d'un groupe de filles. Après un certain temps, il est acculé par des nobles masculins de sa classe qui en ont marre de l'attention qu'il reçoit. Ils s'acharnent sur lui sous prétexte d'entraînement, mais d'une manière ou d'une autre, aucun d'eux ne peut porter une seule attaque. Ils finissent par s'épuiser et abandonnent, se demandant quel genre de personne il est. Après le cours, pendant les heures de pause, Kenshi se rend au dortoir pour aider aux tâches ménagères, et le personnel est vraiment surpris de le voir. Plus tard, quand il retourne en classe, Maria, qui se trouve être sa camarade de classe, l'invite lui et les autres nobles de la classe à manger ensemble. Pendant le déjeuner, elle demande aux autres nobles d'arrêter de discriminer, car ils sont tous camarades de classe, et ils acceptent. La Shira apprend que Kenshi dîne avec Maria et elle devient toute boudeuse et contrariée. De retour à la maison ce soir-là, Chia présente le collier terminé à Kenshi qui l'accepte volontiers. Quand Maya l'aide, la taquine à propos du fil rouge qu'elle a utilisé qui signifie une confession amoureuse, elle est gênée et essaie de le reprendre mais Kenshi refuse de le lui rendre. Pendant le cours, Kenshi réalise que Maria n'est pas à sa place, alors il demande à Lapis pourquoi, et elle lui dit que Maria a une réunion avec les autres membres du conseil étudiant. De telles réunions sont prioritaires sur les cours. Pendant ce temps, lors de la réunion, les membres du conseil décident de faire rejoindre Kenshi à leur rang. La Shira commence par informer Kenshi qu'elle le prête pour aider les membres du conseil étudiant avec des petits boulots. Elle lui dit que les tâches sont prioritaires et qu'il ne doit pas s'approcher de Maria ni faire ce qu'elle dit. Le lendemain, Lapis emmène Kenshi rencontrer Lythia dans la salle du conseil étudiant. Elle le traite de bête sauvage pour avoir traîné, mais quand il essaie d'objecter, Lythia lui crie dessus après s'être souvenu du traumatisme qu'il lui a causé avec ses mains habiles. À ce moment-là, il accepte le titre pour l'empêcher de pleurer toutes les larmes de son corps. Il lui demande s'il y a un travail pour lui, mais elle lui fait prêter serment de ne rien révéler de ce qui est fait au conseil à des étrangers. Après cela, elle lui dit de revenir plus tard après l'école. Après la réunion, il sort pour retrouver Lapis et la rassure qu'il ne pense pas du mal de Lythia. Après tout, l'une de ses sœurs avait toujours un air sérieux comme le sien pendant les cours de sport, tandis que les filles apprenaient à nager. Kenshi et Yulite se régalent de leurs friandises. Kenshi voit les autres chevaliers masculins prendre un bain de soleil, et il apprend qu'ils sont exemptés d'activité physique en raison de leur rareté. Yulite révèle ensuite aux filles que Kenshi est membre du conseil étudiant. À cause de cela, sa popularité monte en flèche encore plus, et après le cours de sport, les filles se lancent à la poursuite de ce benet, voulant se cultiver avec lui pour avoir un avant-goût de son talent. Pendant ce temps, Dagny rassemble un groupe de garçons qui croient en ses idéaux. Il demande à Cérès de se joindre à eux, mais le garçon refuse et s'excuse. Quant à Kenshi, il échappe avec succès à la foule et se réfugie dans la salle du conseil étudiant. Là, Lythia le réprimande, mais il voit qu'elle ne se sent pas très bien, alors il lui demande si c'est cette période du mois. Elle le traite de bête sauvage pour son langage et essaie de minimiser sa situation avant d'expliquer pourquoi elle aime rester dans la salle du conseil la plupart du temps. Kenshi se demande pourquoi il est le seul homme et pourquoi tout ce qu'il fait est de courir dans l'école. Parce que Lythia ne sait pas qu'il est un chevalier, elle lui dit qu'il est un leurre, nécessaire pour distraire les écolières. Elle dit que les chevaliers masculins sont très rares et ne devraient pas être mis en danger, contrairement à lui. Plus tard cette nuit-là, les filles organisent une réunion sur la façon de s'emparer de Kenshi pour elles-mêmes. Le lendemain, elles se présentent avec des filets de pêche et le poursuivent sans relâche. À un moment donné, il est acculé, ce qui était le plan de Yukin pour se rapprocher de lui, mais il escalade les murs et s'échappe. Il se rend ensuite dans la salle du conseil étudiant et voit Lythia alitée. Elle se plaint de souhaiter être baptisée, et elle essaie de continuer son travail. Lapis propose alors de lui faire une tasse de thé, et Kenshi décide de l'aider. Kenshi apprend ensuite d'Ora que le baptême est la méthode de guérison ou de récupération du corps avec AU, mais qu'un contrat de déesse est requis. Quelques minutes plus tard, Lythia s'endort, et Ao confirme que Kenshi a mis la main à la pâte pour le thé. Il remet ensuite les ingrédients à Lapis et lui prescrit le médicament. Dès qu'il quitte la salle du conseil étudiant, d'autres élèves continuent leur poursuite acharnée. Plus tard cette nuit-là, Kenshi en apprend davantage sur le baptême et sur la façon dont les réparations des combinaisons de combat sont liées à l'église. Ailleurs, Flora contacte Maria et lui fait savoir qu'elle a trouvé quelque chose qui lui plaît.
Elle informe également Maria de l'endroit où elle passera ses vacances d'été. Le lendemain, tandis que Lythia confirme que son état de santé s'est amélioré, les autres écolières continuent leur poursuite. Le personnel observe le tumulte et se demande s'il doit intervenir, mais le directeur leur conseille de ne pas le faire. Après un certain temps, Kenshi réussit à se réfugier dans la salle du conseil étudiant et Lythia le remercie pour le thé. Plus tard ce jour-là, après avoir aidé à quelques tâches subalternes, les filles déploient certaines des inventions de Wan et les utilisent pour le poursuivre. Alors il entre dans la forêt et utilise les arbres pour les arrêter. Malheureusement, les robots ont des batteries, alors il continue la poursuite. Grâce à la vivacité d'esprit de Yukin, elle aide Kenshi à s'échapper. Elle lui conseille ensuite de rester jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant que les autres le cherchent, Aura dit à Lashera que Kenshi n'est pas dans les bois. Alors elle se dirige vers la maison de Maria. Là, Yukin essaie de séduire Kenshi mais s'effondre en le faisant. Il la rattrape rapidement pour l'empêcher de tomber, mais malheureusement pour lui, les autres font irruption dans la pièce et concluent qu'il s'est juste servi d'elle. Quelques minutes plus tard, Maria tient une réunion où elle dit à Lashera de lui remettre Kenshi parce qu'il a pris la première fois de sa servante. Comme elle rappelle également à Lashera l'incident du massage, les autres qui ont été la proie des doigts de Kenshi suggèrent aux deux parties de jouer à un jeu pour savoir qui gardera Kenshi. Pendant ce temps, Dagny poursuit ses manigances et Ulight remarque un signal provenant de la forêt. Le lendemain, pendant que les filles organisent le jeu, Ulight décide de superviser l'événement et il modifie les règles pour que Kenshi gagne sa liberté en y participant. Les participants se précipitent immédiatement dans la forêt, et au moment où la faction de Lashera revient avec son panier, Ulight révèle que leurs ingrédients sont empoisonnés. Kenshi, quant à lui, est pris en embuscade par Waan qui essaie d'utiliser un pseudo de combat pour lui arracher son panier. Il la piège donc avec succès. Masaya le voit, et après l'avoir informé de la compétition, elle embrasse son front contusionné en guise de traitement. Pendant ce temps, tandis que Ulight examine leurs ingrédients, il remarque que le signal sur le radar devient plus fort. Après un court instant, ils préparent leur plat et après avoir attaché Kenshi, ils le déclarent vainqueur. Après le départ de Lythia et Lapis, ils montrent aux autres ses ingrédients secrets et les filles paniquent. Elles avertissent de ne pas en parler à Lythia. Plus tard cette nuit-là, Lythia essaie son thé une fois de plus et le complimente. Quelques jours avant les vacances d'été, Dagny essaie de se synchroniser avec sa combinaison de combat, mais il n'atteint que 20%. Ulight lui dit que c'est le maximum qu'il puisse atteindre, car le résultat est toujours le même que la dernière fois. Dagny se sent insulté après qu'on lui ait dit indirectement qu'il ne peut pas rivaliser avec Dal. Malgré tout, Ulight lui dit d'arrêter d'être un fainéant et de profiter de sa vie étudiante. Le dernier jour d'école, Ulight informe les élèves des classes inférieures qu'ils ont obtenu la permission de quitter l'académie, même si cela n'a pas toujours été le cas. Dès qu'il quitte la classe, Kenshi apprend de Cérès que les chevaliers masculins sont exemptés de la règle de non-vacances et qu'il voyagera seul. Pendant ce temps, Lashera dit à Chia qu'elle prévoit de rester au dortoir pendant les vacances. Malheureusement, Yukin apparaît et lui remet un appareil de communication. Le lendemain, sa faction, aux côtés de celle de Maria, se dirige, à bord d'un vaisseau volant, vers Avoniwa, le pays natal de Flora. La veille, Flora l'avait fait chanter avec ses photos embarrassantes pour qu'elle se présente. Elle n'avait donc pas le choix. En chemin, il croise un groupe de vaisseaux et Kenshi aperçoit Cérès. Alors il se précipite à ses côtés. Avant de l'atteindre, il entend Crotaline discuter avec Cérès et Hazuki de la possibilité de les faire monter à bord dans le pays de Flora. Après leur réunion, Cérès aperçoit Kenshi et lui confie ensuite comment son peuple a commencé à aliéner Hazuki depuis qu'il est devenu chevalier. Il supplie Kenshi de ne rien dire à personne de leur plan pour se faufiler par la porte et Kenshi accepte. Pendant ce temps, Lan et d'autres bandits observent le vaisseau et aperçoivent non seulement deux combinaisons de combat, mais aussi Dagny, un chevalier masculin, alors ils se préparent à une embuscade. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans le pays et voient les photos embarrassantes de Flora alignées pour leur montrer le chemin. Chia cache immédiatement Kenshi de la leader excentrique en lui ordonnant d'aider Wahan à déballer. Au port, Kenshi découvre que Wahan connaît Circe et à sa grande surprise, elle lui dit qu'elle ne le dira à personne. Il la serre joyeusement dans ses bras et s'enfuit. Quelques secondes plus tard, Flora apparaît et révèle qu'elle a entendu toute leur conversation. Quand Kenshi sort, il voit la base de Seira, alors il s'y rend en toute hâte. En chemin, il rencontre des bandits et évite facilement l'une de leurs attaques. Après s'être échappé, il remarque qu'ils sentent le sang. Pendant ce temps, Flora essaie la dernière invention de Rouen et elle la manœuvre parfaitement. Elle félicite la génie de la technologie avant de lui dire d'aller prendre l'air de temps en temps. Le soir, Kenshi arrive à la Villa Cyrus, mais il retourne ensuite après avoir remarqué beaucoup de cargaisons à proximité. Plus tard cette nuit-là, Flora les accueille avec une bataille d'oreillers. Là, la dernière personne debout reçoit une énorme somme d'argent et un baiser. Au début de la bataille, Shia frappe son coup de cœur au visage, et dès qu'elle s'effondre, elle a d'autres idées en tête, coquines. Quant aux royaux, ils essaient de vaincre Flora, mais elle les déjoue avec son intelligence. Kenshi déverrouille facilement l'armure scénaristique de la jeune fille et empêche même Chia de sentir son vieil ami. Dagny lui dit alors qu'elle a vu son sabre d'innombrables fois, mais qu'elle n'aura plus de passe-droit. Kenshi, quant à lui, profite d'un attouchement de Yukin grâce à l'aide de Flora. À sa grande surprise, la femme le déclare vainqueur sans l'affronter directement.
Elle l'embrasse ensuite sur la joue et l'enfouit dans sa généreuse poitrine. Plus tard cette nuit-là, pendant le dîner, les cousines élaborent une stratégie pour se venger de Flora. Elles se dirigent vers le bain et la surprennent en train d'essayer de convaincre Kenshi de lui faire un massage. Alors Lashera l'hypnotise et il aide la reine à détendre ses nerfs. Pendant ce temps, les bandits se réunissent et prévoient de mettre leur plan à exécution le lendemain. Azuki, qu'ils croyaient endormi, les entend. Le lendemain matin, tous les habitants du manoir de Flora souffrent d'un manque de sommeil à cause des bruits joyeux de la reine, œuvre des mains de Kenshi. Pendant ce temps, Cordyline sédate les gardes et met la main sur une combinaison de combat pendant que Kenshi récolte tranquillement des herbes. Il voit Azuki être poursuivi, alors il intervient et s'enfuit avec elle. Pendant ce temps, Azuki le briefe sur le plan des bandits, alors il se dirige directement vers le manoir de Flora. Quant à Crodoline, elle attaque le système de défense du manoir et l'un de ses subordonnés essaie de les prendre en otage. Malheureusement pour lui, Kenshi le percute plus violemment que le London Bridge. Il leur dit comment ils avaient prévu de capturer Dagny, alors il se précipite pour secourir Aura. Quand il la rejoint, il la voit agir de manière timide, alors il essaie de la faire sortir de là. Mais elle lui dit de prendre la responsabilité d'avoir vu son fruit défendu. Elle redevient soudainement elle-même et il défend les bandits qui arrivent. Dehors, Kenshi attire les bandits et utilise le match pour les abattre pendant qu'Aura et Wahan combattent Crodoline. Alors que Chia se précipite à la résidence de Dagny, Lan qui est là lui dit de venir avec elle. À sa surprise, Dagny lui dit qu'il aimerait les employer. Pendant ce temps, Kenshi va rencontrer Flora pour la secourir, mais elle devient folle de son talent pendant qu'il conduit le pseudo de combat pour repousser Cordyline. Soudain, Lan informe Cordyline qu'elle a réussi à capturer Dagny, alors elle signale la retraite, réalisant que Dagny a été kidnappé. Kenshi leur dit où il pense que se trouvent les chevaliers et il décide de faire confiance à son instinct. Pendant qu'ils se dirigent là-bas, Dagny discute avec Cordéléon de l'avantage qu'ils auraient à travailler sous ses ordres. Mais elle lui dit qu'elle veut qu'il serve d'étalon pour ses bandits. Une fois qu'il voit qu'elle est dans le jeu, il lui montre qu'il est différent des autres nobles. Alors il lui demande de renvoyer ses gardes pendant qu'il règle les choses. Après lui avoir donné sa semence, elle accepte de travailler avec lui, alors ils font des préparatifs avant l'arrivée du groupe de Kenshi. Quand ils arrivent, ils voient les otages être emmenés dans un conteneur, alors ils les distraient et partent avec le véhicule sans savoir qu'ils ont agi selon le plan des bandits. Dehors, Kenshi apprend que Lashera et les filles étaient déjà au courant de la situation de Seira et Hazuki. Lashera les choque ensuite en les laissant partir en toute impunité. Après la fin des vacances d'été, les étudiants retournent à l'académie. Pendant ce temps, l'une des bandits nommée Lan se déguise en l'une d'entre elles, mais elle ne peut s'empêcher de voler. Une fois Kenshi la voit voler, alors il se dépêche de rendre ce qu'elle a volé au propriétaire. Lan le remarque et il pique sa curiosité. Ailleurs, en Terre Sainte, le groupe de bandits dîne et célèbre la facilité avec laquelle ils ont pu s'introduire dans la ville avec l'aide de Dagny. Pendant ce temps, dans les quartiers intérieurs, Cordelin confie à Dagny qu'elle ne pensait pas qu'il était assez charismatique pour les faire entrer en Terre Sainte. Il lui rappelle alors qu'il lui avait dit qu'il était la définition même de la différence. Elle accepte et améliore ses compétences de séductrice expérimentée. De retour sur le terrain de l'école, Lan rencontre Kenshi en privé et lui offre l'opportunité d'utiliser ses mains sagement, mais il refuse et la quitte. Pendant ce temps, à la résidence de Dagny, il a une bataille simulée avec d'autres chevaliers masculins, et Ulite lui dit de suggérer un tournoi de guerriers parmi les membres de l'école au conseil étudiant. Le lendemain, Dagny leur en parle, et les membres du conseil l'acceptent volontiers. Il le rapporte plus tard à Ulite et lui demande une faveur, mais l'oncle lui pose une condition. Après le départ de Dagny, Ulite demande à confirmer si les personnes que Dagny a fait entrer en Terre Sainte sont fiables pour ses plans. Plus tard cette nuit-là, au dortoir de Dagny, Emera essaie de discipliner Lan pour s'être fait remarquer en volant beaucoup de bijoux, mais elle se fait prendre à son propre jeu. Dagny les surprend et ordonne à Lan de ne pas gâcher ses plans. Il lui jette un bijou et l'assure que Cordianès va bien. Cette même nuit, Lashera rit comme une maniaque en calculant l'argent qu'elle peut gagner grâce à la participation au tournoi, tandis que Chia trouve étrange que l'événement se produise trop tôt. Le lendemain, la plupart des étudiants s'inscrivent au tournoi et certains sont éliminés. Beaucoup d'entre eux atteignent les préliminaires. Et pendant qu'ils nettoient l'arène, Kenshi apprend l'existence de la seule combinaison de combat entièrement excavée de Straya, connue comme le symbole du pouvoir. Lashera, quant à elle, parcourt la liste des jeux et anticipe avec enthousiasme celui de Kenshi. Le lendemain, pendant que Kenshi fait ses petits boulots, Emera apparaît et le remercie d'avoir sauvé Dagny. Elle souhaite ensuite qu'ils ne deviennent pas des ennemis. Après son départ, Masaya apparaît et met Kenshi en laisse. Elle l'entraîne après avoir montré aux autres sa permission de le garder sous surveillance jusqu'au début du tournoi. Quand Lashera l'apprend, elle est furieuse parce que Masaya et les autres ont ruiné ses plans pour gagner de l'argent en utilisant Kenshi. Masaya met alors Kenshi en résidence surveillée. Elle le suit partout et une fois qu'elle voit qu'il est timide de lui montrer son petit Kenshi, elle l'aide à se débarrasser de sa nature timide en lui prenant sa première fois. Le lendemain, le tournoi commence, et tandis que les amis de Lashera continuent de gagner, Lashera réalise qu'elle sera très endettée si Kenshi gagne, alors elle élabore une stratégie pour le faire perdre.
Quelques instants avant sa course de marathon, Blachera glisse une note contenant les règles du jeu. Il la lit et la course commence immédiatement. Il reste en arrière et compte de 1 à 10 000. Heureusement, Lithia le voit, l'arrête et lui ordonne de courir. Blachera déploie d'autres tactiques pour le faire dévier du parcours, afin de donner aux autres le temps de gagner la course. Le plan ne dure pas longtemps, et quand Kenshi reprend le bon chemin, il dépasse la plupart des étudiants, y compris Dagnir, qui se retire et parle avec Chia. Alors que la course progresse, Kenshi rattrape Aura, mais il pense ensuite à la jolie fille qui l'a fait sortir du parcours. Alors l'idiot ralentit son rythme. Chia le repère et se précipite vers lui, le menaçant de se débarrasser de tous ses cristaux s'il perd. La peur le pousse à se concentrer, alors il accélère son rythme comme un camion fou et non seulement dépasse Aura mais aussi ses responsabilités. Inquiète, les filles interviennent pour le faire revenir chercher son prix mais il est emporté par le vent. Après un moment, Aura lui donne de l'eau avec sa bouche et essaie ensuite de lui avouer ses sentiments. Mais Chia gâche ce doux moment en apparaissant. Wahan les transporte ensuite vers l'arène. Plus tard cette nuit-là, Dagny et Lan analysent la Terre Sainte et ils prévoient de se débarrasser de Kenshi pour atteindre leur objectif. Emera les avertit de ne pas le faire mais Dagny la fait taire. Ulight les corrige ensuite, leur disant de ne pas penser à affronter Kenshi de front, sinon il se ferait donner une leçon. Ulight leur conseille alors de gérer la situation sans confronter Kenshi et ils décident d'honorer sa parole. Après leur départ, il parle à une voix et note qu'Emera complote quelque chose. Cette même nuit, une silhouette encapuchonnée attaque Kenshi dans la forêt, mais il part facilement son attaque. Désespérée, elle s'excuse et tente de tomber avec lui dans un piège, mais une autre dame masquée le sauve. Il la remercie mais elle lui dit qu'elle savait qu'il s'en serait sorti sans son aide. Le lendemain, les étudiants voient un immense château volant se diriger vers leur école. La nuit précédente, Dagny commence son plan et les bandits ligotent facilement les agents de sécurité. Ils fouillent les ordinateurs et parlent de la laxité de la sécurité. Inquiet, il interroge Emir mais Lan l'insulte. Soudain, l'aide de Ulight les rejoint et Dagny avertit Lan de baisser sa garde. Le lendemain, les étudiants regardent le château flotter et une explosion retentit à proximité. Les chevaliers masculins sous les ordres de Dagny se déploient dans leurs armures de combat et attaquent le système de sécurité de la Terre Sainte. Anna apprend la vérité après avoir vu Dagny parler de conquête. Elle s'échappe immédiatement et traite Dagmir de plaisanterie pour avoir cru pouvoir prendre le contrôle du pays avec juste la salle de contrôle. Pendant ce temps, dans la résidence de Lachera se plaint en se demandant comment Babylone a pu pénétrer la Terre Sainte. Elle reçoit un appel du directeur qui lui demande une explication, mais Lachera explique qu'elle n'a rien à voir avec la situation sur le terrain. Le directeur lui demande alors sa coopération et elle reprend le contrôle de l'équipe d'évacuation. Après l'appel, Lachera ordonne à Kenshi de servir de leurre pour que leurs amis soient secourus. Après son départ, Chia remarque le schéma d'attaque de l'une des armures de combat et réalise que c'est Dagmir qui avait initialement attaqué les gens de Lachera de retour à Seiya. Kenshi court directement à l'atelier et voit Wahan travailler sur un autre prototype d'armure de combat. Il en choisit une disponible bien qu'elle n'ait pas d'armure et l'utilise pour assommer les bandits qui les espionnaient. Il fonce ensuite droit dans la forêt pour secourir Aura, qui est à moitié endormie. Il fait une entrée spectaculaire et expulse les bandits avant de saisir Aura et de filer à toute vitesse dans son véhicule. Alors qu'il retourne vers le campus étudiant, il voit l'un de ses soldats blessé après avoir affronté Dagny et d'autres chevaliers masculins. Aura réalise que leur armure de combat n'est pas endommagée, alors ils se préparent au pire. Heureusement, le système de défense de l'école se déclenche et tire sur les chevaliers masculins, donnant à l'elfe blessé le temps de s'échapper. Le système de défense tire sur la tour flottante et Babylone ordonne que toutes les armures de combat sous son commandement soient déployées au combat. Soudain, il reçoit une transmission de Flora qui apprend sa présence sur la terre sacrée. Il la défie d'essayer de l'arrêter et à sa grande surprise, elle utilise un train blindé pour tirer sur sa forteresse volante. Pendant ce temps, Flora contacte la directrice pour l'informer qu'elle l'aide. Pendant ce temps, sur le campus de l'école, les chevaliers masculins poursuivent leur saccage. Alors Lithia essaie d'enfiler une armure de combat pour les affronter, mais Lapis l'arrête, la prévenant du danger. Malheureusement pour eux, ils sont repérés, alors l'un des chevaliers leur tire dessus. Du moins le croyait-il. De nulle part, Kenshi apparaît et les sauve. Il laisse le Kikujin à Aura pour qu'elle s'en occupe et s'enfuit. Quand les chevaliers masculins le voient, ils se moquent de lui, pensant qu'il a eu peur. Masaya, d'autre part, demande à ses étudiants d'aider au processus d'évacuation et assiste également les blessés. Du coin de l'œil, elle aperçoit Chia monter les escaliers et regarder la bataille se dérouler avec incrédulité. Il remarque soudain Kenshi s'enfuir et d'autres chevaliers masculins le poursuivre. Dagmir, qui sait que Kenshi est un chevalier, le voit foncer droit vers l'armure de combat que Lithia avait essayé d'utiliser plus tôt, alors il tente de tirer sur Kenshi. Heureusement, Wahan le repère et lui tire dessus en premier. Quand Kenshi arrive au cocon, il le touche devant tout le monde et l'armure de combat réagit à lui. Lachera, qui reçoit un rapport sur le processus d'évacuation, voit Kenshi entrer dans l'armure de combat. Immédiatement, Kenshi utilise les attributs de lumière du garçon et la directrice commande qu'il existe une église qui croit que l'armure de combat blanche sauvera le monde. Contrairement à la version sombre, en un seul mouvement, Kenshi met hors de combat une armure.
Il en élimine ensuite beaucoup d'un seul coup, laissant Dagny comme son dernier en cas. Alors que Kenshi charge le noble, d'autres bandits font pleuvoir des balles sur lui pour l'arrêter. En conséquence, il se retire dans l'arène, alors ils le suivent. Là, il les élimine habilement les uns après les autres. Ses mouvements erratiques choquent tout le monde, et dès que les filles réalisent que Kenshi est un chevalier, leur jauge d'amour monte en flèche. Pendant ce temps, Yulite et Mesaya regardent Kenshi abattre l'armure de combat, et Mesia le fixe sans couleur dans les yeux. Alors que Kenshi abat les derniers chevaliers masculins, Babylon arrive au centre de la Terre Sainte et synchronise sa forteresse volante avec elle. La Terre Sainte souffre de la vibration et cela donne à Dagmir juste assez de temps pour s'échapper avec l'âne. La directrice réalise un peu trop tard ce qu'il prépare. Au même moment, Shia remarque que quelque chose ne va pas avec Mesia, alors elle l'interpelle. Malheureusement, Babylone révèle que Mesia n'est pas sa sœur, mais une création, comme une armure de combat. Au moment où Mesia reprend ses esprits, Babylone lui donne un ordre et elle se transforme contre sa volonté en Dal. Dal se dirige ensuite droit vers la relique de l'armure de combat dans le tournoi et elle absorbe l'une des parties de l'armure de combat tombée. Shia essaie d'appeler sa sœur mais Dal lui dit d'évacuer le reste des étudiants. Elle entre ensuite dans le mécha géant et combat Kenshi. Il réagit à ses attaques et juste au moment où elle essaie de porter un autre coup, son mecha s'arrête. Elle se demande alors si c'est à cause du temps qu'elle a passé avec lui. Pendant cette période, les étudiants ont évacué la zone et ils ont laissé Kenshi s'occuper d'elle. Dal essaie ensuite de convaincre Kenshi de rejoindre son camp, mais il lui dit de venir au sien. Elle refuse, disant qu'elle a été créée pour combattre et que c'est tout ce qu'elle peut faire. Les étudiants qui ont tous évacué vers le cygne, un vaisseau terrestre flottant, se demandent comment sortir Kenshi de ce pétrin. Soudain, Flora tire un énorme canon sur les armures de combat et Maria le prévient rapidement. Il évite l'attaque au dernier moment, mais l'explosion le projette et il s'échappe miraculeusement aux côtés de Lashera et de sa faction. Soudain, il voit d'autres armures de combat chargées vers eux, alors Lashera ordonne à Kenshi de riposter. Malheureusement, son cocon d'armure de combat est gelé, alors il se demande comment s'y prendre. À leur grande surprise, Flora appuie sur un bouton et cela décime une falaise, ce qui les transforme presque en purée de fromage. Heureusement, ils s'échappent et cela élimine leur cible. Kenshi réalise alors qu'il a oublié ses cristaux de serre dans la Terre Sainte. Alors qu'il fait une erreur, Shia le poursuit ardemment, tout en lui rappelant qu'il a brisé sa promesse, là-bas, dans la Terre Sainte en ruine. Yulite rencontre Babylon et lui demande avec inquiétude comment Kenshi pourrait gâcher ses plans, mais le premier lui dit de ne pas s'inquiéter. Sur les terres flottantes, la popularité de Kenshi monte en flèche parmi les femmes, et elles veulent toutes goûter à ses graines. Shia, d'autre part, est bien trop plongée dans ses pensées. Elle ne pense qu'à Dagnir. Quand elle sort, Emera lui montre un appareil de communication de Dagnir. À l'intérieur, Leshera révèle à la directrice et à Wahan que Kenshi vient d'un autre monde. De retour en Terre Sainte, Alan et Cliff discutent de la manière dont ils prévoient de conquérir Shurufan, le pays d'Aura et Avonua. Ils notent que beaucoup se contentent de la Terre Sainte, et certains se sont enfuis après la bataille effrayante avec Kenshi. Lan apparaît et les avertit d'être prudents avec le précieux trésor de sa bande de bandits. Pendant ce temps, alors que les îles flottantes accostent à un port voisin, Wahan décide de montrer à Kenshi comment fabriquer une arme compressée. Il enfile son armure de combat, saisit un énorme rocher et le compresse instantanément avec un hou. Chia le regarde avec suspicion, et plus tard cette nuit-là, elle se faufile dans sa tente et essaie de poignarder Kenshi avec une épée. C'était une requête qu'elle avait reçue de Dagnir pour l'aider à obtenir sa liberté. À la dernière seconde, Chia change d'avis et quitte la tente. Dehors, elle voit Lashera qui lui demande pourquoi elle n'a pas terminé le travail. Shia mentionne alors qu'elle n'a pas pu se résoudre à le faire. Le lendemain, Shia retourne en Terre Sainte avec Emera, et Emera l'avertit qu'elle pourrait ne pas être acceptée parce qu'elle n'a pas pu satisfaire la demande de Dagnir. Quand Lashera apprend cela, elle y voit l'occasion parfaite de revenir, alors elle enfreint tous les protocoles et retourne sur la Terre. Shia arrive et essaie de convaincre Dagnir d'arrêter ce qu'il fait et de la suivre, mais il refuse et lui parle de son plan pour régner. À ce moment-là, elle réalise qu'il est allé beaucoup trop loin. Dagnir serre Shia dans ses bras et sort l'appareil de communication de sa poche. Il parle ensuite à Leshera qui est à l'autre bout et lui dit qu'il est un idéaliste. Leshera l'informe joyeusement qu'elle ne se retiendra pas contre lui. Soudain, le cygne arrive en Terre Sainte, mais il s'écrase au sol au camp voisin à cause du vide d'Ina que Dagnir avait créé auparavant. Immédiatement, il ordonne aux chevaliers de détruire le réacteur à prisme du vaisseau du cygne. Alors que les robots chargent le vaisseau, Wahan en assomme quelques-uns avec de la poudre à canon. Elle engage ensuite une autre armure de combat. Pendant ce temps, Kenshi s'échappe discrètement et élimine facilement les bandits. Shia assomme ensuite un garde et le lance sur Dagnir qui était sur le point de tirer sur Kenshi. En colère, il dit à Emera de capturer et d'en finir avec Kenshi. Kenshi, d'autre part, fait un détour en s'enfuyant avec Chia et il utilise une armure de combat. Il ramasse immédiatement une arme et un rocher. Puis il compresse le rocher et tire sur l'appareil enfoui dans le sol qui est responsable d'aspirer Lina dans l'air.
Après l'avoir détruit, le cygne redécolle, mais ils sont soudainement attaqués par un énorme faisceau. Ils échappent heureusement à sa portée et décident de s'enfuir après avoir vu que cette attaque provenait du bouclier noir de Dal. Dagny lui ordonne de les poursuivre, mais elle refuse et l'informe que cela lui a demandé beaucoup d'efforts pour l'atteindre. Il la traite d'inutile, mais elle lui dit de bien se regarder dans le miroir. Il essaie de discuter avec elle, mais elle lui dit qu'elle peut faire de lui une victime de guerre. Sur le vaisseau, Shia s'excuse d'avoir agi égoïstement et Lashera lui pardonne. Elle révèle ensuite que Nizai les avait prévenus à l'avance du piège de Dagmir. Quand on lui demande la suite, Lashera rit comme si elle avait quelques vis desserrées et parle de rester cachée du reste du monde. Kenshi lui demande alors si elle ne trouvera pas une excuse pour l'église. Pendant ce temps, les pères de l'église se disputent sur la manière de se débarrasser de la Terre Sainte pour empêcher les forces de Babylone de se diriger vers d'autres nations. Alors qu'ils élaborent des stratégies, leur chef le pape leur dit que Gaïa a été libérée, alors ils prévoient d'envoyer leurs forces spéciales. Le lendemain, Wahan informe Kenshi de leur déplacement vers Shérifon et lui dit de l'aider avec l'entretien du Kikujin. Pendant ce temps, Lashera voit Chia les espionner. Alors elle lui demande ce qui se passe et l'exhorte à s'excuser auprès de lui si c'est ce qui la tracasse. Plus tard, le cygne arrive à Shérifon et ils apprennent que l'église a demandé à chaque pays de l'aide pour reprendre la Terre Sainte. Lashera apprend alors que Skutriu, son pays d'origine, sera placé sous gestion collaborative. Ils programment une réunion avec le roi pour le lendemain et ils sont traités comme des invités d'honneur. Après un certain temps dans la résidence des invités, la faction de Lashera discute de ce que signifie pour leur nation de perdre sa souveraineté, mais Lashera agit comme si elle s'en moquait. Elle admet que ce qui la met en rogne, c'est le fait qu'elle ne peut pas frapper Babylone au visage. Plus tard ce soir-là, Kenshi se faufile dans le château à la recherche d'Aura. Quand il voit où elle se trouve, il y emmène Lashera. Là, Lashera parle en privé avec Aura, mais Aura se sent mal que Kenshi ne se soit pas montré lui-même, mais elle se souvient qu'il est un étourdi. Le lendemain, il rencontre le roi de Shirofan et il leur dit qu'il est la seule nation, à part Skutriu, à vouloir prêter main forte à l'église pour combattre aux côtés de Kenshi. Mais il n'est pas non plus sûr que Kenshi soit fiable. Soudain, Aura entre dans la réunion et demande à son père de tester Kenshi. Le lendemain, les gardes d'Aura emmènent Kenshi dans la forêt pour qu'il s'y familiarise. Ils lui disent qu'il devra faire la course contre la tribu pour prouver sa valeur. Plus tard cette nuit-là, il essaie de se faufiler dans la forêt. Mechia le voit et essaie ensuite de s'excuser auprès de lui. Mais quand elle voit le pendentif à son cou, elle se souvient du ruban qu'elle utilisait pour l'attacher et comment on disait que c'était romantique. Elle l'encourage ensuite à faire de son mieux le lendemain. Le lendemain, Lashera parie sur Kenshi tandis que les autres parient sur leur roi. La course commence et tous courent à travers la forêt. Alors que le roi passe par différents points de contrôle, il apprend que Kenshi l'a devancé, alors il se ressaisit et court vers la ligne d'arrivée. Quand il arrive, il réalise qu'il a gagné la course. Quelques secondes plus tard, Kenshi arrive nonchalamment avec un sac rempli d'herbes. Lashera lui crie dessus pour l'avoir fait perdre, puis le roi l'attaque aussi pour ne pas avoir pris la compétition au sérieux. Mais il saisit facilement son épée. Voyant à quel point Kenshi est sympathique et fort, le roi le félicite et l'annonce vainqueur de la compétition. Il lui dit qu'il lui confiera Aura en mariage. Aura rougit et accepte volontiers aux côtés de Lashera qui souhaite approfondir les liens avec Shirofan. Quelque part non loin de là, Dagny utilise une nouvelle capacité de son armure de combat pour détruire un temple et il ordonne à son escouade de détruire le palais de Shirofan. Alors qu'ils détruisent le palais, les citoyens de Shérifon les observent de loin. Le roi remercie ensuite Kenshi d'être venu et d'avoir accepté le défi, car c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été pris dans l'embuscade. Le roi demande ensuite à Kenshi d'aider à évacuer son peuple pendant que lui et ses forces se défendent contre Dagmir. L'invité aide rapidement à l'évacuation et Kenshi suggère d'aider les forces à combattre Dagmir, mais Aura lui dit que son père peut s'en occuper. Il voit qu'elle est nerveuse, alors il a d'autres idées. Pendant que le roi combat Dagmir, il aperçoit l'armure de combat noire et essaie de la combattre. Dal le plie facilement comme du linge et le jette comme s'il était de la terre. L'armure de combat noire se régale de son bras et essaie ensuite de le dévorer entièrement. Mais à la surprise générale, Kenshi apparaît dans une armure de combat blanche. Il combat ensuite Dal pendant que le roi bat en retraite. Mais Dal repousse facilement toutes ses attaques grâce au bouclier de Gaïa. Dagny essaie de le tuer, mais Kenshi le repousse facilement comme une mouche agaçante. Kenshi porte ensuite un coup critique que même le bouclier de Gaïa ne peut supporter. Les autres contactent alors Kenshi et lui disent de battre en retraite puisqu'ils ont réussi à évacuer leur peuple. Après cela, le roi lui dit d'épouser sa fille, et Lashera accepte à condition qu'elle puisse régner sur Shérifon. Le roi lui rappelle alors que Babylone, leur adversaire, est actuellement le premier ministre de son pays. Il l'exhorte à libérer Kenshi pour compenser les problèmes que Babylone leur a causés. Soudain, un garde rapporte que Babylone attaque l'église à Havana-Iwa. Les invités se dirigent immédiatement là-bas et le roi ordonne à sa fille de les rejoindre. Peu après s'être dirigé vers l'église, il voit un signal de détresse tiré du vaisseau de l'église qui est actuellement attaqué, alors ils y foncent. Le pilote du vaisseau entre dans le cockpit et s'échappe dans une capsule. Kenshi la voit, la sauve et l'amène au cygne. Elle se réveille peu après et se présente comme Leia. Elle pince la joue de Kenshi tout en expliquant la situation aux autres, puis lui marche dessus en s'éloignant.
Leia explique que la raison pour laquelle Babylone peut aller si loin est l'armure de combat noire. Elle dit à Lashera que Kenshi ne peut pas encore vaincre Gaïa, ils devront donc se rendre à l'atelier de campagne. Parce que les membres de l'église ont perdu la communication avec les autres, le pape décide de mettre leur plan à exécution. De retour sur le cygne, Kenshi parle avec Leia et il se confie à elle sur sa famille. Pendant ce temps, les filles le traquent pour savoir si Leia veut se frayer un chemin jusqu'en haut de sa liste. Pendant ce temps, Dagny commande plus de bandits et l'un d'eux dit à Cliff qu'ils ont capturé Cyrus. Quant à Lashera et son escouade, elles se dirigent vers Havanawa et en passant par les chutes météores, elles arrivent à Havanua et voient comment Dagny et les bandits ont démoli la capitale. Lashera rend hommage avec l'objectif de régner sur eux. Alors que le vaisseau essaie de se frayer un chemin hors de l'endroit, les ponts et les collines autour d'elle s'effondrent. Le vaisseau essaie de sortir de l'endroit, mais toutes les routes sont bloquées. Soudain, Cordeline apparaît avec un vaisseau spécial qui essaie de les écraser avec d'énormes rochers. Kenshi et les autres essaient d'attaquer la base du vaisseau, mais le courant d'air et la hauteur rendent la tâche difficile pour eux. Soudain, Yukin fonce d'en haut et tire sur le vaisseau, le forçant à réduire son altitude. Il atteint la portée d'attaque de Kenshi, alors il détruit certains de ses prismes flottants, le faisant s'écraser. Yukin les escorte ensuite vers les cachettes de Flora et dès qu'elle voit Kenshi, elle lui fait un bon câlin et lui demande des nouvelles de leur mariage. Lashera essaie ensuite de passer aux choses sérieuses avec elle, mais Flora manipule Maria pour qu'elle s'occupe des affaires d'Akanwa afin qu'elle puisse passer un bon moment à presser toute la mayonnaise de Kenshi. Après un moment, Flora apprend les attaques de Babylone jusqu'à présent et réalise que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elle le pensait. Lashera leur demande alors d'aller aider à arrêter Babylone et Flora accepte, mais à condition que Kenshi dirige et décide à quels ordres obéir. Pour la première fois, Lashera est secouée après avoir réalisé que son chevalier masculin ne serait plus sous son contrôle. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, Lashera n'est pas apparue. Alors Kenshi et Chia vont dans sa chambre pour lui parler, mais elle ne sort pas. Il la laisse et Chia lui dit de demander l'avis de tout le monde concernant la décision qu'il veut prendre. Il demande ensuite autour de lui et tous lui disent qu'ils le suivront s'il veut le faire. Au moment du coucher, alors qu'il réfléchit à la prochaine étape à suivre, il voit Lashera sur son balcon, alors il s'y rend en parcours. Elle tente de l'éviter mais révèle ensuite sa fragilité derrière son sourire. Kenshi lui caresse la tête et l'assure qu'elle ne le perdra pas. Il la remercie ensuite de lui avoir offert un endroit où loger. Une idée lui vient soudain à l'esprit et il lui demande de lui vendre le cygne. Le lendemain, ils organisent une réunion et il annonce à tous que le vaisseau flottant lui appartient désormais. Il leur dit qu'ils sont plus que bienvenus à se joindre à eux, mais que le navire est maintenant une nation souveraine. À sa grande surprise, tous sont d'accord avec lui et jurent de le suivre, y compris la reine féroce. Après la réunion, il a une discussion à bâton rompu avec ses amis et il décide d'établir des règles de base avec lesquelles ses instincts primaires ne sont pas d'accord. Après ces règles, les filles organisent une autre réunion où elles prévoient d'aller à l'atelier de terrain. Pendant ce temps, Kenshi rassemble de nombreux métaux denses et les compresse en balles. Alors qu'il s'y affaire, ils sont tous informés de l'approche de 4 armures de combat qui foncent sur eux. En observant ces armures, ils réalisent que l'une d'elles est Circe, qui est actuellement poursuivie et attaquée par les autres. Dès que Kenshi voit que Cérès est en danger, il se précipite pour le secourir, ignorant l'avertissement de son ami. Quand il arrive, il repousse les ennemis et tente ensuite d'aider. À sa grande surprise, il se retrouve lié à Cérès, et les autres réalisent que c'était un piège. Ils se précipitent rapidement vers leur armure de combat pour aider pendant que Lashera et Maria écoutent la conversation de Kenshi et Cérès. Cérès s'excuse auprès de Kenshi et révèle que lui et Hazuki ont été capturés et qu'il avait pour mission de la tirer. Leia repère alors le sceau derrière Cérès et réalise que c'est une réplique de l'expérience originale qui avait explosé et créé un immense cratère dans la Terre Sainte. Le sceau s'active soudainement et il absorbe Ina et Aiwa autour de lui, s'alimentant considérablement jusqu'au point d'explosion. Quelques instants avant, Cérès pleure et s'excuse auprès de Kenshi. Après avoir entendu à quel point les hommes de Dagny sont abjects, Kenshi se met en colère et ordonne à Aura de reculer. Il lutte intérieurement et la couleur de son armure de combat passe du blanc au noir. Il déchire le cordon, saisit le seau, le compresse et le jette loin. Il explose bruyamment et les bandits se réjouissent, pensant s'être débarrassés des chevaliers masculins. À leur surprise, Kenshi fonce droit sur eux et fauche les autres armures de combat. Il se bat avec une rage pure et projette Cliff de son poste. Dagny mouille son pantalon alors que Kenshi fonce sur lui. Heureusement, l'intrigue le protège et l'armure de combat de Kenshi tombe en panne car elle ne peut supporter la rage du pilote. Pourtant, Kenshi le poursuit, mais Emera attrape Dagny et s'envole. Le reste des amis de Kenshi sont surpris de le voir agir ainsi, et ils notent que le fait qu'il soit l'armure de combat noire ne signifie pas qu'il détruira le monde, mais plutôt lui-même. Plus tard ce soir-là, Kenshi dit à Sirius et Hazuki qu'ils sont libres de rester dans le cygne. Après tout, c'est une nation indépendante. Le lendemain, le cygne quitte Havanua pour l'atelier de terrain. Et alors qu'ils disent au revoir à Flora, Leshara rit comme une maniaque en jurant d'utiliser la moindre goutte de Circe.
Tout le monde la regarde d'un air réprobateur et elle leur dit de l'écouter. Après un long moment, ils arrivent à l'atelier de terrain et rencontrent le professeur Nawashi. Curieux, il demande à Kenshi de le suivre, mais tout à coup, Leia s'effondre. Kenshi la prend dans ses bras et l'emmène au laboratoire. Pendant ce temps, en Terre Sainte, Dagny reste alité, se remémorant traumatiquement Kenshi déchirant d'autres armures de combat. De retour au labo, Nawashi éclaire tout le monde sur la jeunesse de l'armure de combat Mecha. À l'époque, il n'était utilisé que pour montrer les différences culturelles, puis à des fins de progrès. Mais avec le temps, les humains ont fait combattre les garçons dans des arènes. Ainsi, ils sont devenus des robots de combat. À cette période, de nombreuses pertes ont eu lieu car ils étaient alimentés par des humains. Alors ils ont créé des humains avec des noyaux pour contrôler les robots à distance. À un moment donné, les robots se sont révoltés et ont conduit à un grand cataclysme. Presque tous les méta-robots ont été anéantis, sauf Gaïa. Actuellement, Dal et un groupe d'armure de combat se dirigent vers l'atelier de terrain. Là, un test est effectué sur Kenshi. Mais avant que les résultats ne soient prêts, Wahan demande à Azuki et Sears d'aider au déchargement des nouvelles fournitures. Nawashi poursuit son explication et raconte comment Masaya et un autre humanoïde ont défié et vaincu Gaïa. Après des milliers d'années, elle a été retrouvée jeune, alors il l'a élevée comme sa fille. Shea se souvient de tous les bons moments passés avec Masaya en grandissant et demande à son père pourquoi Babylone peut si facilement contrôler Mésia. Il lui dit que Babylone a dû mettre la main sur des enregistrements de sécurité excavés. Curieuse, Lashera demande quel genre de personne est Babylone, mais avant qu'ils ne puissent répondre, ils sont alertés et informés d'une faille dans leur sécurité. Nawashi les informe alors qu'il y a eu 3 humanoïdes créés dans l'histoire. L'un était mort pendant la bataille avec Gaïa, et Mésia était le second. Mais avant qu'ils ne puissent mentionner le troisième, une énorme faille les a frappés, alors ils ont évacué. Pendant ce temps, ils se précipitent dans une pièce pour récupérer un appareil qui peut être utilisé pour vaincre Gaïa, et ils voient Lia debout au-dessus de gardes tombés tenant l'appareil. Elle utilise ensuite une grenade flash avant de disparaître. Pendant ce temps, Wahan tente d'affronter les envahisseurs, mais ils utilisent un bouclier similaire à celui de Gaïa pour compenser l'attaque. Kenshi de son côté se précipite vers ses amis mais tombe alors sur Leia. Il essaie de l'éloigner du danger mais quand Nawashi et Chia apparaissent, Leia met un masque révélant l'œil de Shizune et s'échappe. Avant que Kenshi ne puisse la poursuivre, Masaya apparaît et arrache le professeur. Kenshi porte rapidement Chia et court pour monter dans un véhicule vers le cocon d'armure de combat le plus proche. Pendant que Wahan et les autres essaient de retenir les autres armures, Kenshi court comme si sa vie en dépendait. Il entre dans son cocon et en émerge en tant qu'armure de combat blanche. D'un seul mouvement, il exécute le légendaire mouvement de John Cena et abat l'armure de combat, empêchant sa nation de s'échapper. La voie étant libre, ils sortent précipitamment du sol, mais malheureusement pour eux, 2 armures de combat démolissent un énorme morceau de terre pour écraser le cygne. Pendant que les filles sont en émoi, Kenshi tient le rocher et le compresse en pastille. Il le charge dans son arme et tire sur les armures de combat. À leur surprise, cela arrache leur bouclier, alors elles s'enfuient pour sauver leur vie. En Terre Sainte, Lan dirige les bandits et complote avec eux pendant que Dagmeir se terre dans son lit. Emera avertit Yulite que l'homme peut continuer, mais il ne s'en soucie pas. Au signe, Shia se promène incapable de supporter l'idée que son père ait été capturé. Lashera lui dit logiquement que Masaya ne peut pas blesser Niwashi. Ils organisent une réunion et Wahan révèle que ce que Nizaya avait pris étaient les données du cristal central et l'appareil de formatage. C'est un dispositif qui sera utilisé pour éliminer les humains artificiels. Il n'y aura donc plus personne pour contrôler Gaïa. Shia refuse immédiatement de leur permettre d'employer une telle tactique. Mais Lashera lui rappelle la réalité, lui rappelant qu'il a fallu 2 humains artificiels pour abattre Gaïa par le passé. Elle pense que le niveau actuel de Kenshi ne peut pas les aider à gagner contre Gaïa. Maria et Yukin apparaissent soudainement et annoncent leur échec à convertir les pastilles compressées en source d'énergie. Elles disent à Wahan que les pastilles sont trop dures et ne peuvent pas être rayées. Dès qu'elle les entend, elle a une idée brillante, alors elle leur en parle. Ils conviennent que Kenshi doit fabriquer une arme compressée, mais ils ont besoin des matières premières pour que cela fonctionne. Aura suggère de compresser le cygne, mais Kenshi défend sa nation. Alors qu'ils réfléchissent à l'endroit où trouver un rocher plus grand que le cygne, elle leur dit qu'elle a quelque chose de similaire. Ils se dirigent vers sa ville natale et voient un rocher gigantesque qui domine les nuages. Là, les habitants vénèrent le rocher comme une divinité, et ils notent que personne ne peut passer par une porte. Pendant que l'un d'eux discute avec Maria, elle traverse tranquillement la barrière. Il faut un certain temps au vieux Geezer sénile pour assimiler ce qui vient de se passer, et quand il réalise, il se prosterne et lèche Kenshi comme une sucette. Pendant ce temps, Lan poursuit le cygne pour se débarrasser de Kenshi pour de bon. Ils le repèrent dans le village et ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils observent pendant des jours pour comprendre leur environnement. Au fil du temps, ils voient Kenshi essayer de compresser le rocher géant et apprennent du Light que Kenshi prévoit de contrer le bouclier de Gaïa.
Lan décide alors que le meilleur moment pour frapper Kenshi et son équipage est quand ils sont faibles. Alors les bandits les regardent lutter avec leur objectif. Au moment où les combattants les plus forts peinent à maintenir le rocher à distance pendant que Kenshi le compresse, Lan et ses forces les attaquent. N'ayant pas le choix, Yukinan les défend et sert de bouclier humain. Elle reçoit de nombreux coups, et juste au moment où tout espoir semble perdu, une horde d'armures de combat arrive et défend l'escouade de Kenshi d'en haut. Avec détermination, Kenshi compresse le rocher en une épée, et d'un seul coup, il anéantit ses ennemis. Les alliés apparaissent alors, et Kenshi voit qu'il s'agit de Lithia et du reste des écolières. Lithia s'approche de lui, et il s'attend à ce qu'elle le réprimande ou le traite de bête sauvage. Mais à sa surprise, elle et les autres filles s'agenouillent devant lui et lui demandent de les commander. Après un moment, elles suivent Kenshi dans le cygne, et elles le félicitent d'être devenu roi d'une nation. Il halète lourdement et à un moment donné, il s'effondre. Tout le monde s'inquiète pour lui et ils l'emmènent au lit pour qu'il se repose. Ils voient qu'il a de la fièvre et croient que c'est l'effet de l'énorme rocher qu'il s'est épuisé à compresser en luttant pour reprendre son souffle. Il les observe et se souvient comment ils s'étaient rassemblés autour de lui la première fois qu'il était arrivé à Shotryu. Bien qu'inquiet, il décide de lui laisser de l'espace pour récupérer. Alors ils descendent pour discuter de ce qu'il faut faire concernant sa situation. Peu de temps après leur départ, Misaya se faufile dans la pièce. Elle lui dit qu'elle a appris de Nawashi qu'il est l'union d'un humain artificiel de leur monde et d'un humain normal du sien. Elle lui rappelle des exemples étranges pour prouver qu'il est le produit d'un humain artificiel. Elle révèle que la fièvre qu'il ressent ne vient pas de la fatigue mais du refus de son corps de la combattre. Alors qu'elle lui dit qu'ils sont les mêmes, elle laisse tomber son bracelet et l'hologramme de Babylon apparaît. Il ordonne alors à Kenshi d'obéir à ses ordres. Immédiatement, Kenshi ressent une douleur atroce alors que des sceaux apparaissent autour de son corps. À l'insu des filles, elle se demande si elle devrait se battre sans Kenshi après tout. Il n'est pas de leur monde, et ce n'est pas sa responsabilité de se battre pour elle. Soudain, le roi de Shirufan et la reine Avaniwa apparaissent et parlent de Kenshi comme de leur gendre. Leur gendre supposé d'autre part se bat pour sa vie alors qu'il essaie de résister à l'ordre, mais Babylone lui dit que c'est futile. Pourtant, Kenshi insiste sur le fait qu'il a une volonté et qu'il n'est pas une poupée. Avec chaque once d'énergie de son corps, il se libère du contrôle et tombe au sol. Les filles l'entendent et se précipitent à l'étage, seulement pour trouver Masaya. Soudain, cela fait craquer l'anneau autour de la nouvelle épée de Kenshi et en conséquence, le poids force le vaisseau flottant à couler. Masaya se transforme alors en poupée et s'envole. Kenshi, de son côté, retrouve son endurance et il utilise rapidement une nouvelle armure de combat pour supporter le poids du cygne. Les filles s'émerveillant de sa force, tandis que Babylon jure de le détruire avec Gaio une fois qu'il se réveillera. Le lendemain, pendant que d'autres se préparent à combattre Babylone pour reconquérir la Terre Sainte, Dainé arrête de se comporter comme une mauviette et se prépare à la guerre. Les bandits se tiennent également en embuscade et préparent leur piège. Et ailleurs, le redoutable Sikishi s'éveille. Cette nuit-là, les bandits campent tard, attendant d'embusquer Kenshi et ses alliés qui sont en route pour la Terre Sainte. Le groupe doute que le groupe de Kenshi empruntera vraiment cette route, mais d'autres croient que oui. Au début, ils se demandent s'ils sont assez nombreux pour affronter le cygne, mais on leur rappelle qu'ils utilisent une forteresse et qu'ils ont les répliques anti-boucliers de Gaïa comme avantage. Non seulement cela, mais ils prévoient également d'utiliser le vide Dina, dont les armures de combat ne peuvent pas s'approcher. Pas encore assez convaincus en raison du traumatisme qu'ils ont subi à cause de Kenshi. L'un d'eux demande comment ils comptent l'éliminer. Après tout, il peut se déplacer en dehors du champ d'action. L'un les assure alors qu'ils ont juste besoin de le retenir pour que Gaïa se réanime complètement. S'ils peuvent faire cela, alors la victoire est à eux. Soudain, elles remarquent que leurs ennemis sont arrivés à la forteresse, alors ils se préparent au combat. Les alliés de Kenshi lancent l'attaque, mais les forces du mal utilisent la forteresse à leur avantage. Le roi de Shurufan leur dit qu'ils ne devraient pas s'approcher trop près de la forteresse et qu'ils devraient concentrer leurs attaques sur la porte. Flora a ensuite procédé à la libération de ses propres forces pour aider le roi. De l'autre côté, Lan assure à ses coéquipiers de ne pas s'inquiéter car l'armure de combat câblée ne peut pas s'approcher d'eux. La bataille féroce continue alors et les forces de Lan sont avantagées grâce aux divers pièges et propriétés de la forteresse. À leur surprise, les forces de Lan chutent et elle aperçoit des armures de combat à vapeur qui s'étaient faufilées sur les murs de la forteresse, coupant les alimentations électriques de ses alliés. La troupe de Lan essaie de les affronter, mais elles échouent lamentablement. Pendant ce temps, Ulight qui observe Lan parle mal de sa performance. Alors qu'il apprend que le cygne n'est pas en dehors de la forteresse, il reçoit un appel l'informant que le cygne se déplace sur la voie ferrée. Cela ne devrait pas être possible puisque les bandits avaient détruit les voies. Mais Flora les déjoue en faisant utiliser un Kikujin à Wahan pour manœuvrer les voies tout en traînant l'île flottante. Pendant ce temps, Flora attaque la forteresse flottante de Babylon avec son train blindé, mais Ulight les intercepte. Au moment où le cygne atteint son point de contrôle, Wahan part et il s'élève au-dessus de la mer. Lithia fait alors demi-tour avec son navire pour aider à la bataille. Babylone d'autre part est acculée. Soyulit suggère qu'ils devraient envoyer Dal pendant qu'ils attendent que Gaïa se réanime complètement. À leur surprise, Dagny apparaît et insiste pour y aller à sa place. Quant à Land, ses forces lui conseillent de fuir, mais la garce vénale refuse après s'être vue promettre un pays et les fortunes du trésor.
Elle jure d'utiliser sa vie pour tenir la ligne de défense. De nulle part, il voit des cocons qui sont lancés par-dessus les forteresses avec des trébuchets. Immédiatement, il traverse la forteresse. Les cocons se transforment en armure de combat. L'une d'elles est Morga, la seigneur bien-aimée de Lithia et une belliciste. Dès qu'elle est lâchée, le roi de Shirofan ordonne à l'unité restante de rester à l'écart d'elle. Lan appelle des renforts, mais ils sont abandonnés par Babylone. En attendant, Lithia et son groupe voient une escouade ennemie qui approche. Alors elle les engage au combat. Leurs chevaliers masculins, qui sont du côté de Dagnir, refusent de les combattre. Et ils se demandent comment les choses se passent en Terre Sainte. Alors que le groupe de Kenshi approche de la Terre Sainte, ils se préparent à affronter leur pire adversaire, Gaïa. Tout à coup, Dagnir se montre en tenant un seau d'explosion et exige de combattre Kenshi. Les alliés de Kenshi lui demandent d'ignorer le bouffon, mais Kenshi revendique le droit de le combattre. La bataille commence et Kenshi surpasse Dagnir sans effort, comme prendre un bonbon à un enfant. Pourtant, c'était plus que suffisant pour que Gaïa s'éveille. Dal saute immédiatement dans le cocon et s'envole avec la monstruosité pour affronter Kenshi. Les deux camps du bien et du mal s'affrontent et ils sont à égalité. Après avoir été témoin de la capacité de Kenshi à tenir bon, Babylone se téléporte vers Gaïa et se dissout en une substance visqueuse que le monstre absorbe. D'autres forces essaient de soutenir Kenshi, mais Gaïa les démolit facilement avec un rayon. L'armure de combat anéantit presque Yukin et Flora, mais Kenshi apparaît et l'arrête presque. Le perdant a deux visages qui survit miraculeusement au crash de la forteresse de son frère, confie à Kenshi la tâche d'abattre Gaïa. Le groupe de Lithia poursuit sa dure bataille avec les bandits et grâce à la stratégie du directeur, elles parviennent à surclasser leurs adversaires. Tout le monde sur le signe observe Kenshi alors qu'il essaie de repousser les attaques de Gaïa. Il voit qu'il est en grand désavantage, alors ses partenaires autoproclamés choisissent de l'aider au combat. Kenshi lutte avec Gaïa, mais peu importe le nombre de fois qu'il coupe Gaïa, le Sakishin continue de se régénérer. Les alliés de Kenshi aperçoivent alors le réacteur de barrière que Dagnir a laissé derrière et procèdent à le charger pour que Kenshi l'utilise. Il les avertit du danger, mais ils insistent et versent avec succès leur vigueur dans le réacteur. Quand il atteint 100%, le réacteur brille, alors Kenshi le ramasse rapidement et le tire sur Gaïa. L'explosion crée un énorme cratère, mais Gaïa récupère et rit comme un méchant générique. Tout le monde sauf Kenshi perd espoir et il charge Gaïa une fois de plus, mais entend alors Dol appeler à l'aide. Instantanément, quelque chose en lui s'éveille et opportunément, la restauration de Gaïa perd son effet et ne peut plus attaquer Kenshi grâce au contrôle de Dol. Kenshi assomme alors Gaïa de toutes ses forces et alors que son arme se brise, un énorme rayon en jaillit. Il poursuit donc Gaïa et lacère tout sauf l'armure de combat. Lorsque son attaque finit par toucher, elle ne traverse pas Gaïa, alors celle de Kenshi se brise et une nouvelle lame coupe opportunément l'hideuse créature en deux. Le résultat stupéfie non seulement ses alliés, mais aussi les spectateurs qui réalisent d'où l'un des trois grands a tiré une référence. Kenshi sauve Masaya et elle lui demande s'il veut sa charge ou qu'elle lui chatouille le cornichon en étant une poupée. Malheureusement, Babylone interrompt leur bon moment et rampe vers Yulite, demandant son corps. Le petit frère pointe une arme et abat leur ennemi. Comme si les rebondissements ne suffisaient pas, Yulite se transforme en Rhea, qui est Nisei. Babylone essaye alors d'exercer sa vengeance, mais il est si faible qu'une flèche d'argent n'est pas nécessaire pour l'abattre. Au lieu de cela, il tombe des balustrades et finit par ressembler à de la boue. Alors que Nisei s'éteint, elle remercie Kenshi de l'avoir aidé à vivre longtemps grâce au thé. Quelques instants plus tard, toutes les dames se rassemblent et essaient de prouver pourquoi elles sont la bonne épouse pour le héros du jour. Elles décident alors que celle qui l'attrape en premier le garde pour elle. Immédiatement, elles le poursuivent ardemment, mais il s'enfonce très profondément dans la forêt. Pendant ce temps, Dagnir trouve le bijou du cadavre de son père et une fois qu'il le ramasse, il lui coupe la main et brille. À son insu, Lan se faufile vers lui pour lui ôter la vie, croyant ainsi gagner des trésors. Heureusement, Emera obtient enfin la reconnaissance qu'elle mérite en rendant l'appareil à Lan pour l'avoir toujours insulté et avoir essayé de monopoliser son maître. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, commentez intrigue mouillée. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je publie du contenu non planifié. Mais n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. Ce pourrait bien être votre nouveau récapitulatif d'anime préféré.